Bien, bonjour à nouveau. Je finis le cours sur la vérité et donc je termine théorie et expérience dans la démarche expérimentale en sciences. Ce cours s'adresse à toutes les sections, puisqu'on traite des notions de vérité, la raison et le réel, l'expérience. On a vu que dans un premier temps de la démarche expérimentale en sciences, il y a le fait polémique, puis l'hypothèse, puis on va tester cette hypothèse pour voir si c'est la solution non pas seulement possible mais réelle au problème avec l'expérimentation. Et on a vu que le protocole expérimental, il n'y en a qu'un seul possible. Il consiste premièrement à partir de l'hypothèse à tester, d'en déduire par la raison a priori des conséquences et ensuite de voir si les conséquences se vérifient dans l'expérience. Si elles se vérifient, on considère que l'hypothèse est vérifiée, confirmée, validée. Sinon, on considère que l'hypothèse est infirmée, réfutée, invalidée, falsifiée. Tout ça, c'est des synonymes. Mais il y a un problème, parce que ce protocole, c'est le seul possible. Or, il présente une faille logique très grave. Cette faille logique, c'est celle-là. On peut très correctement déduire des conséquences vraies à partir d'une hypothèse fausse. Et donc ce n'est pas parce que les conséquences déduites de l'hypothèse sont vraies et vérifiées que pour autant l'hypothèse elle-même est vraie. La faille logique, je vais essayer de vous l'expliquer en logique. Je vais vous faire un petit raisonnement qui est un syllogisme aristotélicien. Allez, voilà mon syllogisme un peu bête, mais je suis souvent bête. On y va. Je pars d'un point de départ, ce qu'on appelle en logique une prémisse. Point de départ, toutes les vaches sont professeurs de philosophie. Donc vous êtes d'accord pour dire que cette prémisse, ce point de départ, il est matériellement vrai. Faux. Il n'est pas vrai que toutes les vaches sont professeurs de philosophie. Je rajoute une autre prémisse, un autre point de départ. Or, Madame Claire est une vache. Alors certains diront que c'est peut-être vrai matériellement, mais non. Ce n'est pas vrai matériellement. Je ne suis pas une vache. Donc on a des points de départ qui sont matériellement faux. Ils sont faux. Il n'est pas vrai matériellement que toutes les vaches sont profs de philo et il n'est pas vrai que je suis une vache. Mais de ces points de départ, je peux déduire très correctement que si toutes les vaches sont profs de philo et si Madame Claire est une vache, il en découle très correctement, logiquement, que Madame Claire est une prof de philo. Donc, or, Madame Claire est bien une prof de philo, ça c'est matériellement vrai. Vous voyez qu'on peut déduire des conséquences vraies à partir de points de départ faux. Et ce n'est pas parce que les conséquences sont vraies et vérifiées dans l'expérience que pour autant les points de départ sont faux. Donc, ce n'est pas parce que les conséquences déduites de l'hypothèse sont vraies et vérifiées que pour autant l'hypothèse elle-même est vraie. Ça peut être pour une autre raison que les conséquences se retrouvent. L'hypothèse peut très bien être fausse, tout en ayant des conséquences vraies et vérifiées dans l'expérience. Et donc, ce n'est pas parce que les conséquences de l'hypothèse sont vérifiées dans l'expérience que pour autant l'hypothèse est certaine. Alors, que vont faire les scientifiques? Eh bien, les scientifiques, pour s'assurer que l'hypothèse est valide, ils vont multiplier les conséquences déduites de l'hypothèse. Et pour chaque conséquence déduite, ils vont voir si chaque conséquence se vérifie dans l'expérience. Ils vont tester l'hypothèse encore et encore. Mais même si toutes les conséquences qu'on a jusqu'à présent testées sont vérifiées dans l'expérience, cela ne prouve pas de manière certaine que dans tous les cas imaginables, eh bien, elles seront vérifiées. Donc, ça c'est très important. Ce protocole expérimental, même si on multiplie les conséquences qu'on va tester, ce protocole expérimental ne permet pas de confirmer de manière définitive, de manière absolument certaine, une hypothèse. Voilà ce qui nous amène à dire, et ça va être la position falsificationniste de Popper, mais ça nous amène à dire, même avant Popper on le disait, qu'en science, les hypothèses ne sont jamais définitivement validées, confirmées. On n'arrive jamais à des
thèses, à des théories absolument certaines pour toujours. Les théories scientifiques sont toujours provisoires jusqu'à ce qu'un jour, une nouvelle expérience nous amène à l'infirmer. Et donc, c'est quoi le false... je vais vous parler quand même de Georges Bernard. Non, de Claude Bernard. Ouais, je suis fatiguée. Je vais vous parler de Claude Bernard, c'est l'inventeur de la médecine expérimentale au 19e, qui disait que toutes les théories scientifiques sont provisoires, les hypothèses sont provisoires, elles sont un peu comme un scalpel, comme un bistouri dont on se sert tant qu'il est utile, et puis un jour, quand le bistouri est émoussé, eh bien on le jette. En tout cas, on ne l'utilise pas pour ce qu'on a à couper. Une théorie scientifique, elle peut fonctionner un certain temps. Et à un moment, il peut arriver un certain type de nouvelle expérience qui ne vérifie pas les conséquences déduites de l'hypothèse. Et on est amené à remettre en question l'hypothèse. D'ailleurs, c'est comme ça que les sciences évoluent. Les théories de Newton, eh bien, elles fonctionnent. Elles fonctionnent. Tant qu'on fait des expériences sur des vitesses moyennes avec des objets de masse moyenne. En revanche, quand on va examiner des phénomènes avec des très grandes vitesses ou des microparticules, eh bien, les théories de Newton ne fonctionnent plus. Et il faut trouver autre chose. Donc, les théories scientifiques ne peuvent jamais être définitivement confirmées, universellement confirmée de manière certaine, à cause de cette faille logique. Cela amène Popper, au XXe siècle, à émettre sa position philosophique concernant la science, on va appeler sa position épistémologique. L'épistémologie, c'est une philosophie des sciences qu'on appelle le falsificationnisme. Selon le falsificationnisme de Popper, premièrement, les théories scientifiques ne sont pas construites par induction, par observation et induction, mais les théories scientifiques sont d'abord des inventions des scientifiques, des inventions rationnelles, où le scientifique, en utilisant sa raison et son imagination, va essayer d'inventer une solution aux problèmes posés par l'expérience et notamment par le fait polémique. Donc, premier point du falsificationnisme de Popper, les théories scientifiques ne sont pas faites par induction. Deuxième point du falsificationnisme de Popper. On ne s'autorisera jamais à considérer qu'une hypothèse est définitivement confirmée, dans la mesure où il suffira d'une seule expérience qui contredise l'hypothèse pour être amené à rejeter l'hypothèse. Donc, deuxième point du falsificationnisme de Popper, une théorie scientifique n'est jamais définitivement confirmée, et dès qu'on trouvera une nouvelle expérience qui contredit l'hypothèse, eh bien, on sera amené à rejeter la théorie scientifique. Troisième point du falsificationnisme de Popper, eh bien, Popper va nous dire qu'il y a un très bon moyen pour distinguer entre les disciplines qui sont des sciences véritables et les théories qui ne sont pas des véritables sciences, qui sont des pseudosciences. Une théorie est scientifique, nous dit Popper, premièrement, si elle se met vraiment à l'épreuve de l'expérience, c'est-à-dire si on peut la falsifier. C'est-à-dire une théorie scientifique, c'est une théorie au sujet de laquelle on peut prédire des expériences, des faits qui, s'ils se produisaient, nous amèneraient à rejeter l'hypothèse. Une hypothèse est scientifique et donc une théorie est scientifique si elle est falsifiable, c'est-à-dire si à l'avance on peut déterminer des faits qui, s'ils se produisaient, nous amèneraient à rejeter la théorie. Une théorie est scientifique si elle prend des risques avec l'expérience. Et une théorie est valide scientifiquement si elle prend des risques avec l'expérience, si elle est falsifiable et si elle n'est pas encore falsifiée, évidemment. Si elle a été falsifiée, eh bien on la rejette. Voilà la position falsificationniste de Popper. Donc, qui nous amène à dire que l'expérience peut nous permettre d'infirmer
une hypothèse et donc de la rejeter. Si l'expérience contredit les conséquences déduites de l'hypothèse, eh bien l'expérience pourra nous amener à rejeter l'hypothèse, à l'infirmer, à la falsifier, à la rejeter, à l'invalider. Tout ça, c'est des synonymes. Si une expérience contredit l'hypothèse, eh bien l'expérience peut nous permettre d'infirmer l'hypothèse. En revanche, l'expérience ne peut jamais confirmer définitivement une hypothèse. Et donc, une discipline est scientifique si elle est falsifiable et si ses théories n'ont pas été falsifiées. Par exemple, Popper va rejeter comme non scientifique l'astrologie, parce que les théories astrologiques sont trop floues et leurs prédictions sont tellement floues que quoi qu'il se passe, eh bien, les astrologues sauvent leurs théories. Par exemple, les prédictions des astrologues, c'est « vous risquez de rencontrer le grand amour ». Et si je ne rencontre pas le grand amour, eh bien l'astrologue peut toujours sauver sa théorie en disant « mais oui, mais c'est à cause de votre ascendant » ou « mais oui, mais j'avais prédit que vous risquiez de le rencontrer, mais si vous n'êtes pas sorti de chez vous, etc. etc. » En astrologie, il y a toujours un moyen de sauver la théorie, même si les prédictions qui ont été faites au nom de la théorie ne se réalisent pas. Donc pour Popper, l'astrologie n'est pas une discipline scientifique, c'est une pseudo-science. Popper aussi va rejeter la psychanalyse comme pseudo-science. Freud considérait que la psychanalyse était une science, que l'hypothèse de l'inconscient était une hypothèse qui avait fait ses preuves. Sauf que Popper va dire non. Par exemple, la psychanalyse trouve toujours un moyen de sauver ces hypothèses. Vous connaissez peut-être la théorie de Freud qui dit qu'il y a un complexe d'Oedipe, c'est-à-dire chacun d'entre nous, entre 3 et 5 ans, nous vivrions tous une phase de crise dans laquelle donc tous les petits-enfants sont, en gros, là je simplifie, amoureux du parent du sexe opposé et avec une très grosse charge agressive envers le parent du même sexe. Ça, c'est le complexe d'Oedipe. La théorie du complexe d'Oedipe, eh bien, si moi je dis à Freud c'est pas vrai, moi je n'ai pas vécu ça du tout, j'ai jamais été amoureux de mon père et j'ai jamais voulu tuer ma mère. Si je dis ça à Freud, moi je n'ai jamais vécu de complexe d'Oedipe, Freud peut toujours se sauver sa théorie en disant « Ah ah, mais c'est parce que c'est inconscient ». Évidemment, si c'est inconscient, tu as vécu le complexe d'Oedipe, mais tu ne le sais pas. Et donc Freud, nous dit Popper, arrive toujours à sauver sa théorie en faisant appel à cette notion d'inconscient. Et donc, pour Popper, la psychanalyse n'est pas une science parce qu'elle n'est pas falsifiable, parce qu'en faisant jouer la notion d'inconscient, on peut sauver toutes les théories. Et donc, pour Popper, la psychanalyse n'est pas une science. Voilà, j'arrête là. Pour aujourd'hui, on va voir dans la vidéo suivante, en fin de compte, ce n'est pas la dernière, la vidéo suivante qui s'adressera surtout au terminal S. On va voir que on peut faire des objections au falsificationnisme de Popper. Allez, bonne journée. J'ai encore l'impression d'avoir pas mal bafouillé, mais j'ai fait de mon mieux. Bien, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.